Bienvenue Moustapha Sahimi. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Au menu aujourd'hui, l'après 1er mai, sur fond de tension sociale. On reviendra sur les événements et les manifestations qui sont déroulées dans plusieurs villes du Royaume hier. Ensuite, on débattra des enjeux des assises de la fiscalité qui s'ouvrent demain à Srelet, qui vont s'étaler sur 2 jours. Un événement qui, semble-t-il, ne semble pas susciter un grand intérêt auprès des partis politiques et du personnel politique dans son ensemble. Et ensuite, on finira par de la géopolitique. Et on reviendra sur la résolution onusienne qui a été adoptée mercredi dernier par le Conseil de sécurité sur le Sahara. Moustapha Sahimi, sur le 1er mai, hier. Il a fait beau. C'est un 1er mai d'abord en ordre dispersé, pour ce qui est des organisations syndicales, c'est la première observation. C'est-à-dire en ordre dispersé. Chacun chez soi, chacun son précaré. Chacun dans son domaine, son précaré. C'est quoi, c'est une tradition, ça? Non, ça prouve qu'il y a des divisions au sein du mouvement syndical qui n'ont pas été surmontées, qu'il y a des positionnements différents, attestés par ce qu'ont dit les uns et les autres à propos de l'accord qui a été signé le 25 avril avec le gouvernement et la CGM, puisque, par exemple, la CDT ne s'est pas ralliée à cet accord-là. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, c'est les capacités de mobilisation des syndicats sont faibles. Je vous rappelle qu'il y a un taux d'encadrement syndical de 4% au Maroc. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a des pays européens qui sont à 5, 6, 7%. Oui, mais ce sont des chiffres qui sont têtus et il faut le relever. Autre point encore, le climat social. Le climat social est un climat qui est difficile depuis longtemps, depuis au moins 2 ans. Climat social avec une forte effervescence contestataire. C'est-à-dire les manifestations des enseignants contractuels, par exemple. Ça, c'est le dernier volet. C'est le dernier volet, mais il y a tout ce qui a précédé auparavant, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un phénomène intéressant dans la revendication. La revendication devient de plus en plus contestataire et elle s'exerce en dehors du cadre syndical. Vous remarquerez, vous avez parlé du problème des enseignants contractuels, que c'est un dossier qui n'a pas été porté par les organisations syndicales. Mais il a été porté par une coordination de ces enseignants, et il n'y a pas eu de prise de position des syndicats dits représentatifs, pas davantage qu'on a estimé nécessaire, du point de vue des enseignants contractuels, de solliciter l'appui, le concours des organisations syndicales. C'est-à-dire que pour vous, la morosité qu'il y avait un petit peu hier sur ce 1er mai 2019, se traduit par le fait que tous les mouvements de contestation qu'il y a pu y avoir, pharmaciens, dentistes, sont médecins, en dehors enseignants. Du champ syndical institué. Et ça, c'est l'expression de quoi, ça? C'est l'expression de l'affaissement du système représentatif de façon générale. C'est-à-dire le modèle syndical Le système représentatif où il y a les syndicats, où il y a les partis politiques, où il y a les acteurs étatiques. Nous avons un phénomène intéressant, je crois, c'est que la dynamique sociale, et quand elle devient contestataire, la dynamique sociale se déploie en dehors du champ institué, sur le plan institutionnel. Et c'est un phénomène tout à fait nouveau. Est-ce que c'est un phénomène singulier au Maroc ou c'est un phénomène aussi qui est visible aussi aujourd'hui dans plusieurs pays dans le monde? C'est un phénomène le phénomène des gilets jaunes en France, par exemple. C'est un phénomène qui se retrouve, mais sauf qu'il y a probablement plus d'impact au Maroc et plus de sensibilité du fait que nous avons une société qui a des capacités de mobilisation, j'allais dire sauvages avec les guillemets, sauvages en dehors du champ institutionnel et qui sont pas forcément maîtrisables. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'interlocuteur. Quand il y a une dynamique sociale de cette nature-là, vous n'avez pas un interlocuteur, il n'y a pas moyen de négocier avec qui, comment, sur quelle base, etc. Et ça touche également les partis politiques. Vous remarquez les faibles capacités de mobilisation de nos partis politiques qui subissent une dépression. Leur bras armé syndical. Mais souvent le bras armé syndical, il a malgré tout une certaine autonomie. Dans certains cas, évidemment, il est dans la ligne du parti de référence, de l'obédience partisane prévue, mais il y a un capital de mobilisation, de contestation sur le terrain qui n'est pas forcément encadré ni canalisé ni par les organisations syndicales, ni encore moins par les partis politiques. En tout cas, il y avait du monde dans les rues hier.
Oui, mais j'ai connu, j'ai un peu de mémoire, j'ai connu dans le passé de grandes capacités de mobilisation. Dans un passé récent ou dans un passé... Dans un passé récent et dans un passé lointain, où il y a le 1er mai était une démonstration de mobilisation de la société et des organisations syndicales et des travailleurs, toutes catégories. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, on a quand même vu le chef de gouvernement, en tout cas, ou le chef de parti, en l'occurrence Saladin Azmouni, à Casablanca, aux côtés de ses sympathisants syndicalistes de l'UNTM, qui est le bras syndical du PJD, tout seul, un petit peu isolé. C'est pas inédit. Son prédécesseur Abdillah Mekiren avait également été présent lors des 1er mai quand il était en capacité. Moi, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup qu'un chef de gouvernement, secrétaire général d'un parti, vienne apporter son soutien à un syndicat. Ça vous gêne d'un point de vue ça me gêne en termes de moralité politique? Non, ça me gêne sur le plan de la cohérence. Ouais. C'est-à-dire que un syndicat, le 1er mai, c'est pour accentuer des revendications non satisfaites et des aspirations. Revendications sociales au sens large. Des revendications sociales au sens large. Pouvoir d'achat, SMIC, allocation familiale, formation, reclassement, etc. Ça me gêne beaucoup que le chef de l'exécutif soit présent à une manifestation d'un syndicat proche de son parti et qui se situe dans cette équation-là, cette équation revendicative qui s'adresse à qui? Qui s'adresse au chef du gouvernement qu'il est. C'est-à-dire que celui qui dirige les politiques publiques du pays, c'est celui qui, le 1er mai, les conteste. Ce que tu es en train de dire, grosso modo. En tout cas, il apporte son soutien à un syndicat qui les conteste. Ça, pour moi, ça pose un problème de cohérence politique. Et s'il n'avait pas été présent, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ou qu'est-ce que vous auriez dit? Je dis que c'est le jeu syndicat normal. C'est un syndicat relevant de tel ou tel parti politique. En l'espèce, il s'agit du parti du chef du gouvernement, le PJD, et qu'il y a une certaine autonomisation de l'action syndicale par rapport à l'action publique dont le garant et le vecteur est le chef du gouvernement. Vous avez fait référence tout à l'heure à cet accord qui a été trouvé, je vais dire en urgence, le 25 avril dernier, où il y a 3 centrales syndicales qui l'ont ratifié, qui l'ont signé, en dehors de la CDT, qui n'a pas voulu le faire. Cet accord, c'est la validation d'une augmentation d'une hausse des salaires de 500 dirhams, qui va être versée par tranche, sur 3 tranches d'ailleurs. Une première là, une deuxième en janvier 2020, et une troisième en janvier 2021. Je crois que c'est étalé sur cette période-là. Voilà. Est-ce que là, c'est ce qui a permis aussi de calmer un peu les foules? Oui, mais ça pose, si vous permettez, ça pose 2 problèmes. Le premier problème, pourquoi faut-il attendre les derniers jours du mois d'avril et donc le rendez-vous du 1er mai pour arriver à un accord de ce type? Deuxième problème, pourquoi le dialogue social n'est pas entretenu, n'est pas continu et institutionnalisé pour qu'on n'arrive pas à des situations de crispation sociale, de tension, etc. Je vous rappelle que Sa Majesté le Roi avait donné comme consigne l'année dernière une recommandation disant qu'il fallait un dialogue social continu et sérieux. Donc pourquoi faut-il qu'on attende la proximité du 1er mai pour faire des concessions qui posent d'ailleurs... Parce que le gouvernement n'était pas pressé pour dépenser l'argent qu'il n'a pas, à savoir 5 ou 6 milliards de dirhams. Mais il faut changer ce mode de gouvernance. Je voudrais ajouter un point. Oui. La charge que représente cet accord est à peu près de 7 milliards de dirhams. 7 milliards de dirhams qui ne sont pas prévus dans la loi de finances 2019. Dans le budget 2019, oui. Ce qui va augmenter les charges du budget de fonctionnement, qui est actuellement de 114 milliards de dirhams, à 121 au cours de l'année 2019. Il y a là un gros problème. La masse salariale, oui. ça va monter à 121 milliards de dirhams. A-t-on la capacité de pouvoir soutenir ça? Ces problèmes de la soutenabilité, c'est un terme qui revient souvent dans la littérature de la Banque centrale et du financière et économique, la stabilité de ces choses-là, au moment où tout devrait être fait pour réduire cette masse salariale
qui grève totalement le budget général de l'État. Mais je crois savoir aussi comment ça s'est mis en échange un petit peu de la revalorisation des salaires des fonctionnaires du secteur public, parce que ça concerne pas tout le monde, c'est les fonctionnaires du secteur public, et puis par rapport à des échelons aussi, échelle 6, 7, 8, 9. 9 jusqu'à 9, voilà. Oui. La contrepartie, c'est aussi de poser la réforme du Code du travail, qui n'a pas été touchée depuis 2004. Pourquoi faut-il donc qu'il du y ait... coup, c'est par rapport à ce que vous disiez, donc voilà, aussi demande au central syndical de se montrer beaucoup plus souple, plus coopérative sur la réforme du Code du travail, du contrat à durée déterminée, parce qu'on a un des codes du travail aujourd'hui qui fait partie des plus rigides. J'ai un avis différent et peut-être même isolé sur cette question. Pourquoi faut-il qu'il y ait une relation entre l'accord intervenu le 25 avril sur le dialogue social, ça relève des négociations entre les pouvoirs publics, le chef du gouvernement, la CGM et les syndicats, c'est un périmètre identifié, et un autre périmètre qui, lui, est législatif. C'est-à-dire qu'on a fait le lien entre ceci et cela. Et je crois qu'il y a là une confusion de rôles. Est-ce que ce gouvernement a besoin d'avoir l'avis syndical pour ce qui est de l'adoption du projet de loi sur la réforme du Code du travail ou le droit de grève? C'est quand même mieux. Oui, mais ça fait... C'est quand même beaucoup mieux sur le droit de grève, vous savez. Ça fait plus de 50 ans que la question de la loi organique du droit de grève est posée. C'était déjà posé dans la première constitution de 62. Ce texte faisait partie des priorités de l'ancien gouvernement et du nouveau gouvernement. Nous sommes en mai 2019. Ce projet de loi, il est déposé au Parlement. D'abord, il y a un projet de loi qui a été déposé par la CGM au Parlement, il faut le dire, et qui n'a pas été examiné. Et il y a un autre projet qui est déposé au secrétariat général du gouvernement. Pourquoi faut-il qu'on attende 2019 pour faire avancer un texte qui est incontournable? On ne peut pas continuer avec la législation qu'il y avait. Parce que les partis ne sont pas d'accord. Oui, mais il y a un moment où c'est bien la concertation, c'est bien le dialogue, mais il y a un moment où il faut décider, il faut du volontarisme. C'est vrai pour ce qui est du droit de grève, c'est vrai pour la loi sur les syndicats et les associations, c'est vrai pour d'autres textes qui sont en instance. Sur le financement aussi des centrales syndicales. Le financement, c'est le financement public. Ça fait partie. Il y a un projet de loi, projet de loi dans ce sens, et donc il y a un moment où il faut arrêter la concertation pour décider. Il faut arrêter la concertation, il faut que cette concertation ait pu être menée dans des conditions correctes, mais il y a un moment, il faut décider parce que les politiques publiques, c'est des choix. Vous savez, gouverner, c'est choisir aussi. Choisir, la question se pose de savoir si ce gouvernement a la capacité de décider. Ça, il y a de fortes interrogations à cet égard. Et d'assumer aussi politiquement. Assumer aussi, c'est les assises de la fiscalité. Ça se déroule demain. J'ai encore... Si je vous dis que... ce sujet qui touche tout le monde, la fiscalité, c'est l'impôt, n'a pas été du tout approprié. En fait, en tout cas, les partis politiques ne se sont pas du tout appropriés ce sujet-là. Oui. Comme si c'était quelque chose qui leur était... comme si, ils n'étaient pas concernés, et comme si c'était quelque chose qui ne voulait surtout pas approcher. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas la main. Les partis politiques n'ont pas la main pour ce qui est de la réforme de la fiscalité. Ils peuvent un avis, une position. Ils n'ont pas la main. J'y ajoute une deuxième raison qui explique la première, c'est qu'ils n'ont pas la capacité ni la volonté de réformer le système fiscal. Je vais tout de même vous rappeler ceci. Voici 6 ans, il y avait eu les 2e assises de la fiscalité à Srirat en avril 1993. Un certain nombre de recommandations avaient été adoptées. 2013. Est-ce qu'elles ont été appliquées? Pas du tout, n'ont pas été appliquées. À 80% n'ont pas été appliquées. Nous refaisons l'exercice aujourd'hui avec une grande mise en scène, donc de demain et après-demain au complexe de Srirat. Il y a des textes qui sont prêts, des recommandations. C'est pas ça le problème. Pour ce qui est de la réforme de la fiscalité, on sait ce qu'il faut faire. Il faut simplement vouloir. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faut faire, mais
Personne ne veut le faire, le politique ne veut pas porter cette... Personne n'a la volonté, on sait ce qu'il faut faire, le diagnostic est connu depuis des années. Le problème, c'est la volonté, la capacité de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'élargissement de la base imposable, ça pose le problème du secteur informel. L'économie marocaine, c'est à 30%. Au moins, elle est informelle. Il y a une étude de la CGM sur ce plan-là, vous le savez bien. Il y a un secteur qui échappe totalement à la base imposable. Et qu'est-ce qu'on fait? Le politique ne veut pas s'y frotter? Bien sûr, parce que il y a des intérêts, parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a un électorat, il y a des réseaux, et donc on s'y frotte pas. Deuxième point, il faut revoir le système fiscal. La TVA est un impôt régressif. On parle ces assises sont placées sous le signe de l'équité fiscale. La TVA est une taxe régressive qui pénalise les couches modestes et défavorisées de la population. La taxation, l'imposition des revenus est à revoir. Il faut un système progressif avec des tranches. Il y a également Est-ce que tout ça peut voir le jour si c'est pas porté et assumé politiquement par les politiques? Moi, c'est ma question. C'est pas. Je peux vous dire. Ça, c'est le travail des hauts fonctionnaires. Je vais vous répondre. On va adopter des résolutions dans ce sens-là. C'est la faisabilité de ces recommandations qui va poser problème de nouveau, et on va se retrouver dans 3, 4 ans, 5 ans avec les 4e assises de la fiscalité, avec les mêmes problèmes, les mêmes blocages et les mêmes interrogations. Pourquoi le politique n'arrive pas? Parce qu'il faut arriver à surmonter le poids et l'influence de réseaux et de lobbies, notamment le lobby de l'agriculture, notamment le lobby de l'immobilier. Comme ce qui s'est passé, le feuilleton début janvier avec les commerçants grossistes. Est-ce que c'est ça, en fait, où on a vu une fuite en avant politique et du coup, c'est tout cela qui pose problème. Il y a des secteurs qui doivent rentrer totalement dans le système fiscal et qui bénéficient d'exemptions, d'incitations, de niches fiscales, oui, mais tout ça, c'est voire légal. de contournement de la loi fiscale. Je vais vous donner un exemple. Le problème de l'évasion fiscale, dont on ne parle pas beaucoup. C'est une étude qui a été faite il y a 1 an, validée par le Fonds monétaire international. Les multinationales opérant au Maroc se distinguent par une évasion fiscale de 24 à 28 milliards de dirhams dans les paradis fiscaux. On le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne pourra rien faire. Parce qu'il faut une volonté politique plus forte que la résistance et l'influence des lobbies. Et ça doit être porté par le politique. C'est le politique. Fondamentalement, vous savez, c'est le politique qui fait les choses d'abord. C'est le politique qui fixe les axes, c'est le politique qui impose des choix, fussent-ils impopulaires, même s'il y a des résistances, parce que c'est le politique qui fixe le cap. Ensuite, l'économie doit suivre, mais l'économie doit s'adapter à ces contraintes-là, et nous sommes loin du compte. Donc pour vous, vous êtes plutôt... Je suis interrogatif. Je suis interrogatif quant à la ferme volonté politique de modifier sérieusement le système fiscal et d'instaurer l'équité fiscale. Pourquoi? Parce que ce cabinet-là ne me paraît pas être en mesure de porter ces réformes-là du fait de la situation qu'il connaît. Un mot quand même sur ce cabinet. Est-ce qu'il y a une majorité? Arithmétique, oui. Politique, non. Vous avez vu les divisions qu'il y a au sein de cette majorité. Vous avez vu les divisions qu'il y a au sein de la formation islamiste du PJD. Le chef du gouvernement, je le redis encore une fois, il est fragilisé dans son parti. Du fait du retour en force de Benkiren, c'est quand même une situation intéressante. Benkiren n'a pas de statut. Pas de statut. Je l'ai qualifié, c'est pas irrespectueux, avec des guillemets, je l'ai qualifié de sans-papier. Il n'est pas député, il n'est plus secrétaire général du PJD, il n'est plus chef du gouvernement. Mais après 2 ans, il a retrouvé une position intéressante d'arbitre et de régulateur de la vie médiatique et politique nationale, ce qui fragilise le chef du gouvernement, lequel chef du gouvernement est fragilisé du fait des difficultés qu'il a à coordonner son action avec les autres composantes de la majorité, notamment le RNI, l'UC, le MP,
et l'USFP, et donc nous avons une situation de blocage qui est attestée par quoi? Je vais vous donner un exemple. C'est important de le dire. Regardez le blocage qu'il y a eu sur le statut des langues étrangères. C'est une situation tout à fait surréaliste. Voilà des principes définis dans la vision 2015-2030 par le Conseil supérieur d'éducation, qui se sont retrouvés formalisés dans un projet de loi cadre préparé par le même Conseil en août 2016. Le texte a été déposé par le nouveau ministre de l'Éducation, Zahid Hamdazi, en octobre 2018 au Parlement. Ce texte est bloqué depuis 7 mois. On a même convoqué une session extraordinaire du Parlement le 1er avril avec d'autres textes. Qui n'aura servi à rien. Pour précisément faire passer ce texte et permettre à la session d'avril d'avoir un ordre du jour. C'est pas le cas, ce texte se retrouve là. Donc nous avons là un gros problème. C'est-à-dire que le texte va passer en catimini pendant le ramadan, ou, selon vous? Mais c'est pas sûr qu'il passe. C'est pas sûr qu'il passe, sauf à ce que le chef du gouvernement finisse par imposer ce texte, non pas à la majorité, mais d'accord, et qu'il impose ça à ses 124 députés, et notamment aux députés PJD qui sont membres de la commission. C'est une situation de blocage qui est tout à fait pénalisante et qui est un mauvais signe. Un mauvais signe pour le climat des affaires. Je note qu'on a beaucoup plus débattu de la place et de la mise en place, en tout cas, de langues internationales, de langues étrangères dans le système éducatif, en tout cas pour les matières scientifiques au niveau universitaire, que de la fiscalité, les assises de la fiscalité. Oui, pour cette raison, c'est que la question du statut des langues étrangères et de ce qu'on a appelé l'alternance linguistique... C'est populiste, on peut y aller. Ça touche un problème de valeur et d'identité. Et c'est un débat qui a été escamoté depuis des années, qui revient au premier plan. C'est d'ailleurs pas par hasard que des textes touchant les valeurs et l'identité n'ont pas été adoptés. Le Conseil national des langues et de la culture, qui est toujours au Parlement, le Conseil national de la femme, et le statut de l'amazigh, parce qu'il y a bien un texte, l'amazigh a été constitutionnalisé comme langue officielle avec l'arabe. Mais il reste la mise en œuvre et l'implémentation de cette disposition constitutionnelle. Et il y a là des résistances. Pourquoi? Parce que nous arrivons au dur aujourd'hui, c'est-à-dire quel projet de société avec quelle valeur et quel référentiel. Et là, il n'y a pas accord au sein de la majorité. Dès que ça touche le progressisme et le progrès social, c'est compliqué. Quand ça touche l'identitaire et le culturel. Oui, parce qu'on veut que ça touche, parce que certaines forces veulent ramener ça à un enjeu identitaire. Mais autrement, il n'y a pas forcément d'enjeu identitaire, me semble-t-il, sur les questions éducatives. Aujourd'hui. Si, la question des langues. Oui, la question des langues. Mais comme c'est abordé à travers le monde, c'est pas une question. Il n'y a pas d'enjeu identitaire. C'est le projet de société qui est en débat. C'est un projet de société qui était en débat pendant la campagne électorale 2016, vous vous en souvenez, qui a été minoré pendant les années passées et qui revient parce que maintenant il se cristallise sur le statut des langues étrangères, sur la place de l'amazigh et sur la vision de société. Quel Maroc nous voulons pour l'avenir? Mais pas quel modèle fiscal nous voulons pour l'avenir, et quelle équité fiscale nous voulons dans la réalité. Là, il y a moins de division, moins de contestation, parce que les intérêts se regroupent, pour défendre des positions de statu quo et de retouches mineures du système fiscal. On s'éclate beaucoup plus quand c'est facile. Et quand c'est plus compliqué, quand c'est plus difficile et qu'il faut décider et qu'il faut trancher, c'est plus compliqué. C'est ce que je retiendrai. On passe à la résolution onusienne qui a été validée par les membres du Conseil de sécurité mercredi dernier au siège des Nations Unies. C'est la résolution 2468. Elle donne globalement satisfaction au Maroc. Globalement, c'est quoi? Est-ce que c'est une victoire pour nous? Est-ce que c'est le V de victoire ou c'est la consolidation d'une position confortable qui est celle du Maroc depuis des années. C'est exactement ce que je veux dire. Le Maroc n'a pas obtenu satisfaction pour ce qui est du mandat de la MINURSO. Il était pour un mandat d'1 an, mais il a accepté cela. C'est Paris, c'est la France qui a défendu qui voulait une extension à 12 mois. Une extension d'1 an. Pourquoi? Et durable d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce que l'argument est intéressant. L'argument de Paris et d'autres pays d'ailleurs, c'est de dire maintenant qu'il y a un processus qui est mis en branle avec les 2 tables rondes, la 3e qui va venir d'ici l'été. À Genève. Oui, à Genève. Donc il faut laisser le temps.
il faut laisser le temps, il faut de la prévisibilité maintenant et laisser les parties négocier. Pas de butoir tous les 6 mois. Et pas quelque chose de saccadé et d'entrecoupé. Pourquoi ça n'a pas été validé, ça, les 12 mois? Parce que c'est la position américaine qui avait été affirmée l'année dernière. Et sur ce plan-là, les Américains ont maintenu leur position pour deux raisons. Oui. Pour la première raison est financière. L'administration Trump dit que ça coûte cher, ces opérations de maintien de la paix et de mission à travers le monde. Cher. La MINURSO coûte 56 millions de dollars. C'était 50 l'année dernière, c'est 56 pour la prochaine année. C'est secondaire par rapport aux milliards de dollars, je dis bien milliards de dollars, que coûtent les 14 opérations de maintien de la paix qu'il y a dans le monde. Qu'il y a dans le monde partout, en Somalie, à Chypre, ailleurs, celle qui est chez nous, c'est la moins coûteuse. Bon, donc ça c'est l'argument financier. Deuxième argument, c'est pour obliger les partis à s'insérer dans un agenda contraignant pour qu'il y ait des avancées dans la recherche d'une solution. Voilà les solution d'un consensus politique. En tout cas, il y avait 15 pays membres du Conseil de sécurité, il y en a 13 qui ont voté pour cette résolution, 24-68. Oui, deux abstentions, vous l'avez signalé. Oui. Celle de l'Afrique du Sud, c'est pas étonnant. L'Afrique du Sud voulait même voter contre, mais l'Afrique du Sud a des positions d'hostilité à l'égard du Maroc qui sont connues. Oui, mais elle s'est abstenue. Il n'y a pas eu de veto. Non, le veto appartient aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité. L'Afrique du Sud est un membre non permanent du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2019 pour 2 ans. Donc, elle peut que voter contre, s'abstenir ou voter pour. L'Afrique du Sud, nous avons des problèmes avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a repris le dossier du Sahara marocain du fait de l'affaissement et la dépression de la diplomatie algérienne. C'est ce qu'on a pu noter aussi. C'est un phénomène intéressant. Début de révolution, en Algérie, donc le pouvoir algérien qui prend du recul vis-à-vis du dossier, et l'Afrique du Sud qui monte en intensité. Avec cette correction tout de même, c'est que la diplomatie algérienne est toujours aussi mobilisée sur la question du Sahara marocain pour ce qui est de son hostilité. Simplement, il n'y a plus d'impulsion. Vous savez, ils sont dans un couloir. Ils soutiennent financièrement, si vous voulez dire. Toujours. Le Front Polisario. Bien sûr, toujours. Mais la diplomatie algérienne est dans un couloir, elle n'en sortira pas. En revanche, la position de la Russie, l'abstention est intéressante. C'est le 3e vote d'abstention de Moscou sur la question du Sahara. Ça tient probablement à 2 facteurs. Un, la nature des liens étroits entre Moscou et Alger, notamment les contrats militaires. L'Algérie importe 10 milliards de dollars d'armement par an, dont 90% viennent de la Russie, donc il y a de gros intérêts. Deuxième point intéressant, c'est que les prises de position de l'administration américaine en faveur du Sahara marocain et de fait que c'est les États-Unis qui sont le porte-plume du projet des résolutions, fait que la nature des difficultés actuelles entre Moscou et Washington fait que Moscou veut pas faire de cadeaux. Parce que il y a là, veut pas faire de cadeaux à Washington. Ne va pas à Washington, et c'est pour ça que on se retrouve dans l'équation. Donc on a un dégât collatéral. Nous avons cette abstention. La Russie, abstention, pas de veto. Pas de veto. Voilà. Est-ce qu'on doit ça à qui et à quoi? Parce qu'on savoir que le chef de la diplomatie, le veto russe aurait été un acte fortement inamical à l'égard du Maroc, et ça aurait posé un certain nombre de problèmes. Donc l'abstention permet de voir venir, mais c'est plus une abstention pour ce qui est des positions américaines que pour ce qui est de la marocanité du Sahara. Je vous rappelle tout de même que visite Sa Majesté à Moscou en 2016, les accords signés, le partenariat stratégique fait que il y a de la compréhension de la part de la diplomatie russe à l'égard de la question nationale du Sahara, mais la Russie a des contraintes propres. Dont la remise à niveau, j'ai envie de dire, ou en tout cas le fait que l'Algérie se remette debout. Oui, parce que c'est ça de très parce que c'est une grosse inconnue, pour tout le monde, et personne ne sait comment la situation en Algérie va évoluer. Nous sommes dans une transition, mais nous sommes dans une crise dans la transition, une transition aléatoire.
On ne sait pas comment ça va se passer. Le scrutin présidentiel du 4 juillet sera-t-il maintenu? Je note que Ahmed Qaïd Salah, patron de l'armée, a dit il y a 3 jours que dans les meilleurs délais, pour la première fois, il n'a pas retenu le 4 juillet, il est dans les meilleurs délais, et il faut mettre sur pied un processus. Donc c'est une question que nous suivons tous les uns les autres avec beaucoup d'intérêt et de préoccupation. Et le mouvement séparatiste, le Front Polisario, eh bien, il se retrouve dans une situation inédite qu'il ne maîtrise pas. Je soutiens que le mouvement séparatiste était l'une des composantes du système algérien tel qu'il fonctionnait depuis 60 ans, depuis après les 4 mandats de Bouteflika. C'était un élément de la politique étrangère algérienne. Il avait sa place, ils avaient leur réseau, leurs intérêts, etc. Voilà une situation inédite en Algérie, où la priorité des priorités est donnée à quoi? À la question algéro-algérienne de politique intérieure. Et il n'y a pas de place, du point de vue des manifestants, d'un peuple en colère, pour ce qui est de ce dossier du Sahara, où il y a 40 000 Sahraouis, avec des directions corrompues, tout le monde le sait, qui sont dans les camps de Tindouf et qui bénéficient de l'appui financier de l'Algérie. Si bien que, forcément, dans tous les cas de figure, le nouveau système qui va sortir de la crise algérienne, demain, après-demain, dans un avenir prévisible, fait qu'il n'accordera pas d'intérêt ni des priorités à la question de ce séparatisme, mais bien au contraire à la question de politique intérieure. Sur ce plan-là, donc, à terme, la question sera totalement, me semble-t-il, marginalisée au niveau de la diplomatie algérienne, même si la diplomatie algérienne continuera à moudre ce grain séparatiste par routine, par confort, ou ne serait-ce que continuer à faire de la nuisance. En tout cas, ce mouvement séparatiste, le Front Polisario, vient de saisir la justice, la Cour de justice européenne, vous avez vu? Oui. Voilà, en demandant l'annulation de l'accord d'association Maroc-Union européenne qui a été signé et ratifié le 28 janvier dernier. Ça fait partie des gesticulations de propagande du mouvement séparatiste. Il n'y aura aucune suite qui sera donnée à cette procédure qui est vaine, inutile et qui n'a pas de fondement réel. En fait, le fait de décider de saisir la Cour de justice européenne, ça s'est fait il y a 2 jours. Donc c'était la veille de la connaissance du grand public de la nouvelle résolution onusienne concernant le Sahara, juste le timing. C'est de la com. C'est 2 jours avant, et avec une menace aussi de saisir aussi la Cour de justice pour un deuxième recours, mais celui qui concerne l'accord de pêche. Oui, mais c'est de la com. Oui, c'est de la pure com pour vous. C'est de la com parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et d'ailleurs, ils ont été extrêmement pénalisés et préoccupés par la résolution 2468. Et oui. Et donc, ils se retrouvent dans une situation maintenant qui est celle-ci. Il y a un processus, il y a eu 2 tables rondes, il y a une 3e table ronde, et donc les choses vont aller et vont probablement avancer, en tout cas on le souhaite. 2e point, ils n'ont pas eu satisfaction pour ce qui est d'un monitoring qui serait fait sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie, c'est exclu. 3e chose, plus personne ne parle de référendum. L'Algérie a été citée 5 fois dans la résolution 2468. C'était la déclaration de référendum. Pourquoi il n'y aura pas de référendum? C'est l'ONU qui a dit que ce référendum en 2006-2007 avait dit il est impraticable, il est irréalisable. Dernier point, l'extension du mandat de la MINURSO. La MINURSO a 2 missions. Elle a été créée en 91, elle a 2 missions. Première mission, c'est l'organisation d'un référendum. C'est dans la résolution créant la MINURSO. Ce qui n'est plus d'actualité. Il y a plus de référendum, c'est caduc, c'est l'ONU qui dit. Deuxième mission, la surveillance du cessez-le-feu. Eh bien, que la MINURSO continue à s'occuper du cessez-le-feu. Le Maroc s'est opposé à ce qu'il y ait une extension du mandat de la MINURSO lui permettant d'avoir des contacts avec des acteurs locaux, associatifs et autres. C'est une atteinte à notre souveraineté et ça n'est pas négociable. Merci en tout cas, Moustapha Siami, de cet éclairage sur... Parce qu'on a abordé 3 sujets aujourd'hui.
Trois sujets qui sont d'actualité, le 1er mai, l'après 1er mai en tout cas, et les mouvements de contestation sous le prisme syndical, où on voit qu'il y a un réel décrochage des centrales syndicales à l'égard des mouvements sociaux, y compris d'ailleurs le plus récent avec les enseignants contractuels et les médecins du secteur public. Avec tout de même une dynamique sociale qui est présente, effervescente, brouillonne, et qui va peser sur le déroulement de la vie politique. Oui, ce qui doit aussi nécessairement peser sur notre vie, notre santé financière et économique, c'est les assises de la fiscalité qui s'ouvrent demain. Hein, donc, elle se réalise sur 2 jours. Et de voir éventuellement ce qui va accoucher, qui va piloter aussi, c'est la révision, le remodelage de notre modèle fiscal. Parce qu'il faudra bien trouver beaucoup plus de cotisants. Il est prévu, il faut le dire pour les auditeurs, téléspectateurs, il faut le dire qu'il est prévu l'adoption d'une loi cadre pour 5 ans à partir de l'année 2020. On verra ce qui va en sortir et surtout comment va se traduire cette loi cadre en termes opératoires concrets. Va-t-on ou non arriver à réaliser l'équité fiscale? C'est une question fondamentale qui est posée. En tout cas, le principal défi, à mon avis, c'est de faire payer l'impôt dû à celles et ceux qui sont redevables vis-à-vis de l'impôt, qu'on soit entreprise ou particulier. Ça, c'est le minimum, me semble-t-il. Donc là, c'est déjà peut-être un premier pas pour tendre vers l'équité fiscale. Merci en tout cas à vous, Moustapha Semi, professeur de droit et politologue. Je vous souhaite une belle journée.